Oui, 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 oui. Je me mets Eh oui. derrière vous pour dire deux Mais mots. maintenant, c'est la même comédie. Il n'y a, pas beaucoup de... Messieurs, dames. Il n'y a pas beaucoup de français. Oui, Allez, on va de commencer. l'espagnol qui... Messieurs, dames, nous allons commencer, tant pis pour les retardataires. Je pense que j'entendrai la sonnerie. Non, c'est pas moi qui vais parler. Non, restez, ne bougez pas, ne bougez pas. C'est pas moi qui vais parler, c'est notre invité que je vais maintenant présenter. Donc, merci pour votre présence. Nous allons évoquer ce soir une île méditerranéenne qui est à peu près la même taille que la Corse, qui est légèrement plus grande que la Corse, mais qui se trouve en Méditerranée orientale, alors que nous sommes en Méditerranée occidentale. Chypre, l'île natale d'Aphrodite. Et j'ai le... On y croit ou on n'y croit pas, c'est une question de foi. Les Grecs anciens y croyaient. Oui, je vais dire deux mots Voilà. après ça aussi. Ça fait maintenant plusieurs années que je connais notre invité, M. Charalambos Pétinos, qui est un historien d'origine chypriote, mais qui vit en France depuis très longtemps, où il a d'ailleurs épousé la dame qui se cache au fond, là-bas, j'ai failli dire au fond de la salle, et qui est bourguignonne, elle n'est pas chypriote. Alors, notre ami a longtemps travaillé à l'ambassade de Chypre à Paris, et dans d'autres endroits il vous le dira, mais il a une formation d'historien, de professeur d'histoire, et il a écrit, alors là moi je suis ébahi devant le nombre de livres qu'il a écrits, en moins de temps qu'il m'a fallu pour écrire 11 livres. Lui, combien déjà? 40 bon, voilà. Non, non, justement, en moins de temps qu'il ne m'a fallu pour écrire. Moi, j'ai, en 20 ans, 20 ans, je n'ai écrit que 11 livres. Et donc, il avait d'ailleurs préfacé un de mes livres il y a quelques années. Et cette année, il m'a invité à contribuer des chapitres à un ouvrage collectif qu'il tenait à voir être publié cette année, qui marque un très triste anniversaire. C'est le 50e anniversaire de l'invasion de Chypre par la Turquie en juillet, le 20 juillet 1974. Donc le livre est sorti juste à temps et il a invité d'autres personnes que moi, naturellement. Nous sommes 5, je crois, contributeurs. J'ai contribué 2 chapitres, j'y reviendrai peut-être après s'il me laisse quelques minutes pour parler en fin de conférence, mais je pense que j'en ai assez dit. Là nous arrivons de la librairie Alma où nous avons déjà fait une présentation, et il a également fait une émission de radio à Radio Salve Regina qui a été diffusée jeudi, qui vient d'être rediffusée aujourd'hui samedi. Et donc là c'est son 3e et dernier engagement. Je lui ai proposé de faire une conférence à Bastia. J'ai pas réussi à trouver de salle, et puis j'ai hésité un peu, j'ai pas trop cherché non plus parce que je craignais en cette période, juste la veille des élections, du premier tour, je craignais que ça soit difficile de trouver une salle, et que si je trouve une salle, eh bien qu'il n'y ait pas assez de monde. Donc j'ai jugé que c'était plus sûr de faire ça sur la terrasse. Puis je crois que sur la terrasse, s'il ne pleut pas, on est bien. Voilà. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Charalambos, qui va nous parler de la question chypriote. Une question qui, malheureusement, est un peu oubliée de la grande actualité et qui est pourtant un scandale incroyable que cet État membre de l'Union européenne soit occupé partiellement depuis 50 ans. À vous, Charalambos. Merci. Je Je m'assois ou je m'assois? Asseyez-vous, asseyez-vous, oui. Tout d'abord, j'aimerais remercier Hervé qui Un peu plus m'a fort, donné peut-être. l'occasion de venir ici à Bastia. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Oui. Plus fort? D'accord. Donc je remercie Hervé qui m'a donné l'occasion de venir ici à Bastia pour présenter ce livre. C'est la 2e fois que nous venons avec mon épouse dans votre île.
La première fois, c'était il y a 25 ans et on était avec nos 3 enfants qui étaient en bas âge. Maintenant, tous les 3 sont dans leur profession avec leurs conjoints et ils sont indépendants. Donc, on a profité pour venir revoir cette belle région autour de Bastia. C'est là qu'on était la dernière fois, la fois précédente plutôt. Je tenais à remercier aussi Madame, Monsieur et Monsieur Chesville de leur gentillesse et de leur accueil ici, chez eux. Et juste, je vais dire 2 mots à propos de moi. Hervé a été très élogieux. Je vis en France depuis 45 ans, malgré mon accent. Et donc, j'ai connu mon épouse en Grèce. Voilà. Et j'ai fait des études d'histoire principalement pour devenir enseignant, mais j'ai eu l'opportunité de travailler à l'ambassade de Chypre à Paris, ensuite à la représentation de Chypre à Strasbourg et à Genève, et de nouveau à Paris jusqu'à il y a 2 ans quand j'ai pris ma retraite. Hervé a été très élogieux à propos de mes écrits que j'ai publiés en moins de temps que lui, ses 11 ouvrages, mais j'avais commencé à écrire il y a 50 ans. Donc je n'avais pas publié, mais j'avais beaucoup de textes écrits. Donc au moment où j'ai décidé de les publier, enfin, quand mon épouse et les enfants m'ont poussé, ils m'ont dit tu écris, mais qu'est-ce qu'on a fait de tes textes? Voilà. J'ai commencé à publier, donc 3, 4 par an, même plus quelquefois, parce que tout était prêt en fait. Donc je vous remercie d'être ici ce soir. Je vais parler un petit peu de l'histoire de Chypre en général, de manière très légère, survoler un petit peu l'histoire pour donner l'occasion de poser des questions et discuter après. C'est la partie la plus intéressante et la plus constructive d'une rencontre comme celle-ci. La question chypriote ne date pas bien évidemment de 1974. Chypre a toujours été partie des plus grands ensembles. Elle a fait partie du monde grec depuis 3000 ans. Ensuite, les Romains sont venus, les Byzantins, les Templiers, les Francs, une famille du Poitou, les Lusignans, qui étaient installés en Terre Sainte, mais lorsque la Terre Sainte est passée entre les mains des musulmans, ils ont cherché un point d'appui pour reconquérir leur royaume de Jérusalem, et c'était Chypre. Ils ont acheté l'île en fait auprès de Richard Cœur de Lion, qui lors d'une des croisades, la 3e croisade pour libérer les lieux saints, s'est retrouvé à Chypre à cause d'une tempête, plus particulièrement sa fiancée. Et le seigneur chypriote en place a apparemment manqué de respect à sa fiancée, et Richard Cœur de Lion a conquis l'île. Il ne voulait pas la conserver. Il l'a vendue aux Templiers, qui eux-mêmes avaient perdu leur terre en Terre Sainte. Les Templiers, ils ont imposé une très forte, des impôts très lourds aux Chypriotes qui se sont soulevés. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas garder l'île et ils l'ont vendue eux-mêmes au seigneur Lusignan, qui l'a conservé néanmoins pendant plus de 3 siècles, jusqu'à ce que la dernière reine de Chypre, Catherine Cornaro, d'origine vénitienne, a légué Chypre à Venise, qui a dominé Chypre, qui a gouverné Chypre pendant 1 siècle environ, et finalement l'Empire ottoman, qui était à pleine expansion au XVIe siècle, a conquis Chypre et l'a conservé pendant 3 siècles
jusqu'au moment. Je fais cette introduction pour que vous puissiez vous situer dans le temps à propos des événements qui sont arrivés à propos de ce livre. Donc en 1878, juste 4 années après l'ouverture du canal de Suez, les grandes puissances de l'époque souhaitaient avoir un point de contrôle. Le point de contrôle idéal, c'était Chypre. 120 km environ d'Israël, 90 km de la Syrie, 70 km de la Turquie et 380 km de côte égyptienne. Un porte-avions insubmersible, en quelque sorte. Les Britanniques ont pris possession de l'île, en gestion de l'île auprès des Ottomans, dans la mesure où l'Empire ottoman elle était en pleine déliquescence. C'était les malades, les grands malades de l'Europe. Voilà. Et elle perdait de plus en plus de terres vis-à-vis de la Russie. Et en contrepartie d'une promesse de protection par rapport à l'Empire russe, les Ottomans ont cédé Chypre en gestion à la Grande-Bretagne. Quelques péripéties après, Première Guerre mondiale, les massacres en Asie mineure, les jeunes Turcs qui sont venus, le kémaliste, la République turque. La Grande-Bretagne a annexé Chypre et l'a élevé au rang de colonie de la couronne en 1925, moment où la Turquie moderne, fondée en 1923 par Kemal Atatürk, a renoncé à tout droit sur Chypre. Lorsque les Britanniques sont arrivés à Chypre, ils ont procédé tout d'abord à un recensement. Et c'est là qu'on voit le fameux adage diviser pour régner. Les Britanniques ils ont basé leur recensement sur un seul critère, la religion, chose qui n'avait pas été faite auparavant, jamais. Donc ils ont recensé tous les musulmans qu'ils ont taxés, ils ont catalogué de chypriotes turcs et tous les chrétiens catalogués chypriotes grecs. Déjà on voit la division qui est opérée pour que les Britanniques puissent contrôler effectivement le pays. Dans les années 30-40, il y a eu des révoltes de la part des Chypriotes grecs qui demandaient l'union de Chypre avec la Grèce, comme la Crète l'avait fait auparavant, comme d'autres îles améroniennes l'ont fait également. Et un peu plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Indo-Décanèse, qui était italien jusqu'à là, est passé en Grèce. Donc les Chypriotes grecs demandaient l'union de Chypre avec la Grèce, ce qui était normal pour les Chypriotes. Il y a eu d'ailleurs un référendum organisé par l'Église, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il n'y avait pas de base effective pour effectuer un référendum. Les Britanniques ne le permettaient pas, mais l'Église l'a effectué auprès de la population chypriote grecque. Et à 97%, les Chypriotes grecs ont réclamé l'union avec la Grèce. En ce moment-là, pour que la Grande-Bretagne conserve ses droits et ses avantages obtenus à Chypre, on commençait à réintroduire la Turquie dans le jeu, en leur disant, voilà, vous avez une communauté qui est là, 18% de la population chypriote est d'origine turque, considérée comme telle, musulman. Le restant, 82% des Chypriotes grecs, avec quelques autres petites communautés dont je vais parler un peu plus tard. Donc, ils ont dit aux Turcs, voilà, vous avez des droits également à réclamer sur Chypre. Je reviens un peu plus en arrière. Lorsque Kemal Atatürk avait renoncé à tout droit sur Chypre, il avait déclaré néanmoins gardez toujours un œil sur Chypre. Chypre était comme un poignard dans le ventre de la Turquie. Donc ne laissez pas Chypre partir comme ça. Les années 50 ont connu un développement assez important avec la réclamation de la Grèce et de Chypre, de leur réunion,
de l'abandon de la colonie par la Grande-Bretagne, chose que la Grande-Bretagne refusait. Et à ce moment-là, la Turquie a élevé la question chypriote en question nationale. Ce qui veut dire que quel qu'ait été le gouvernement turc depuis, ça n'a pas changé de iota de politique. Leur politique, c'était diviser l'île en deux, une partie allant à la Grèce et l'autre partie à la Turquie. C'est un des futurs premiers ministres, Nihat Erim, qui avait établi en 1956 une ligne de démarcation qui allait de là à là, tout droit ici. Ça épouse complètement, pratiquement, cette ligne de démarcation actuelle. Il y a cette digression ici un petit peu, parce qu'il y avait un gros village chypriote turc qui voulait englober dans la partie nord. Mais le principe est celui-là. Nihat Erim avait établi cette carte pour la première fois et ils l'ont appliquée en 1974. Lorsque les Chypriotes grecs ont compris qu'il n'y avait pas de possibilité que la Grande-Bretagne quitte le pays et abandonne sa colonie, ils ont entamé une lutte armée en 1955 jusqu'en 1960, réclamant toujours l'enosis, l'union avec la Grèce. Finalement, la Grande-Bretagne, comprenant qu'elle ne pouvait pas conserver l'île telle qu'elle était, a travaillé pour imposer une constitution à Chypre et rendre Chypre indépendante. Personne ne voulait de l'indépendance, ni les Chypriotes grecs, ni les Chypriotes turcs, ni la Turquie, ni la Grèce. Les Chypriotes grecs, on a dit, voulaient l'union avec la Grèce, les Chypriotes turcs, la division en deux du pays. Cependant, il n'y avait pas de base de population pour créer cette division. Les villages, tous les villages pratiquement chypriotes, toutes les villes étaient mélangées. La population chypriote turque était dispersée sur toute l'île. On ne pouvait pas avoir une base ethnique territoriale. C'était impossible. Sauf si on créait cette base ethnique par la violence. Donc on a octroyé à Chypre une constitution que personne n'a voulu, que les Chypriotes n'ont pas décidé eux-mêmes, mais on leur a imposé cette constitution. En annexe, on leur a imposé des traités de garantie de l'indépendance, de l'intégrité territoriale du pays et de la souveraineté du pays, avec trois pays garants, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne. Cette constitution s'est avérée complètement impossible à pratiquer et à appliquer. Juste deux exemples là-dessus. Un article de la Constitution prévoyait que le président de la République serait toujours un chypriote grec, la majorité, 82% de la population. Le vice-président serait toujours un chypriote turc, chacun élu par des collèges électoraux séparés, l'un par la communauté chypriote grecque, l'autre par la communauté chypriote turque. De même, les députés, 50 au nombre, 35 pour les chypriotes grecs élus par la communauté chypriote grecque, 15 chypriotes turcs élus par la communauté chypriote turque. On voit déjà la division telle que pratiquée par la Grande-Bretagne au tout début quand elle est arrivée sur Chypre. Et elle a occupé Chypre. Cependant, cette constitution prévoyait que le président et les vice-présidents avaient le droit de veto chacun séparément pour des questions importantes de budget, défense, affaires étrangères. Donc on s'est retrouvé avec à la tête de l'État deux personnes qui avaient les mêmes pouvoirs, les droits de veto, l'un nommé vice-président et l'autre président, mais ça ne change rien dans les faits. Donc qui avaient le même pouvoir de bloquer toute décision concernant le pays. Et sachant que la politique turque a été toujours de diviser l'île en deux, on comprend très bien que le vice-président allait bloquer toutes les décisions, ce qu'il a fait. Le Parlement
il fallait qu'il y ait une majorité dans les deux parties de la Chambre. C'est-à-dire, il fallait une majorité des députés chypriotes grecs et une majorité séparée des députés chypriotes turcs pour qu'une loi soit adoptée. On s'est retrouvé en 1963 à discuter du budget. C'était en décembre 1963. Les 35 députés chypriotes grecs ont voté pour l'adoption du budget. 7 députés chypriotes turcs ont voté pour l'adoption du budget. 8 ont voté contre. La loi ne passait pas parce qu'il n'y avait pas de majorité dans les deux chambres, dans les deux parties de la Chambre. Donc on s'est retrouvé avec 8 députés bloquant le pays, 8 députés sur 50, mais pas 10%. Bloquer le pays complètement. Le président de la République d'époque, l'archevêque Makarios, a proposé le changement de 13 points dans la Constitution pour la rendre fonctionnelle, notamment les municipalités et communes, parce qu'il y avait des maires séparés dans chaque quartier. Pour les quartiers turcs, il y avait un maire turc. Pour les quartiers grecs, il y avait un maire grec. L'enseignement était séparé, tout était séparé. Donc il fallait faire quelque chose pour que la Constitution puisse fonctionner. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des négociations. La Turquie a toujours été derrière les Chypriotes turcs pour pousser à l'indivision de l'île en deux, à la séparation de l'île en deux. Et on est arrivé en 1964 avec donc le problème du budget. La Turquie a commencé à préparer le terrain en ce moment-là pour envahir l'île. Mais les Américains ont dit non, vous n'y allez pas. On était en pleine dans la guerre froide et les Américains ne voulaient pas que deux membres de l'OTAN, la Grèce et la Turquie, se retrouvent en guerre. 10 années plus tard, cependant, ce n'était plus le même cas en 1974. Il y avait les colonels qui étaient au pouvoir en Grèce et il y avait le fameux scandale de Watergate aux États-Unis qui contrôle l'OTAN, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est les États-Unis qui décident hein, et nous qui payons, parenthèse. Donc ils ont le secrétaire d'État américain de l'époque, Kissinger, a trouvé le champ libre pour appliquer sa politique comme il l'entendait. Et il a estimé que, en laissant intervenir la Turquie lorsque la junte militaire grecque avait fomenté un coup d'État en 1974, le 15 juillet 1974, en laissant faire la Turquie au nom de l'alliance et du traité de garantie pour la sauvegarde de la République de Chypre, la souveraineté et tout ça, allait permettre la solution chypriote, définitivement. C'est-à-dire, ils ont laissé entrer la Turquie à Chypre, pensant qu'elle n'allait pas aller aussi loin qu'elle l'a fait. La Turquie est intervenue donc au nom du traité de garantie. Elle devait travailler sur pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le président de l'île avait été chassé par les putschistes, les colonels grecs. Et au lieu de faire cela, la Turquie a poussé jusqu'à occuper un peu moins de 38% du territoire chypriote. Elle a chassé tous les Chypriotes grecs de la partie nord de l'île. Entre 170 000 et 200 000 personnes ont été chassées de leur foyer vers le sud. Et elle a obligé tous les Chypriotes turcs qui vivaient au sud de s'installer au nord, environ 40 000 personnes. Et elle a créé cette ligne de démarcation qui est une ligne de séparation ethnique actuellement. La situation, elle est comme ça jusqu'à maintenant, comme je l'ai décrit jusqu'à maintenant. Malgré de nombreuses négociations, malgré l'intervention des Nations Unies, de la communauté internationale au sens Union européenne, Conseil de l'Europe, OCDE, il n'y a aucune sanction véritable contre l'occupation turque. On peut prendre différemment la chose.
pourquoi la Turquie n'a jamais été inquiétée véritablement pour cette question. Les uns souhaitent l'avoir dans l'OTAN à tout prix, les États-Unis. L'Union soviétique et ensuite la Russie souhaitent la détacher de l'OTAN et jouent sur ces deux tableaux-là. Et avec le gouvernement turc actuel, islamo-nationaliste, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis pratiquement 25 ans maintenant, la question chypriote est devenue encore plus difficile à régler. Il n'y a plus de négociations, aucune négociation, malgré les résolutions des Nations Unies appelant à créer une fédération bicommunautaire et bizonale à Chypre avec un État central assez fort pour ne pas permettre l'éclatement du pays ou l'attachement du pays dans sa totalité ou en partie à un autre pays. Malgré tout cela, la Turquie réclame actuellement la solution sur la base de deux États séparés complètement. En acceptant deux États séparés complètement, on accepte la loi du plus fort. C'est lui qui a imposé sa volonté depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui par les armes et en créant des... en procédant à un nettoyage ethnique en règle, en fait. Le même procédé a été suivi pour la question arménienne récente, le Haut-Karabakh ou Artsakh, comme l'appellent les Arméniens, où la Turquie a aidé son vassal Aliyev, l'Azerbaïdjanais, avec des armes, avec des conseillers militaires, avec de l'armée, avec des djihadistes syriens, pakistanais qui ont été amenés pour combattre les Arméniens, et a récupéré le Haut-Karabakh depuis des millénaires arméniens. Et là, pareil, ils ont chassé les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh qui sont réfugiés en Arménie et réclament ces territoires, les Azéris réclament ces territoires comme ayant toujours fait partie de l'Azerbaïdjan et de la culture azerbaïdjanaise. Avec toutes les églises qu'il y a, tous les kashkars qu'il y a, toutes les... je ne sais pas où on peut trouver ça. Mais petit à petit, comme ils ont fait à Chypre, et ça c'est un autre aspect de la question chypriote et de la question arménienne, c'est pour ça que je fais le parallèle, comme ils ont fait à Chypre en transformant la majorité des 500 et quelques églises qu'il y avait au nord, en les transformant en mosquées, en centres culturels, même en restaurant ou en boîte de nuit, ou en les laissant complètement abandonnés pour qu'elles s'effondrent, ils essaient de prouver que ce territoire a toujours été turc, chose qui n'est pas visible normalement, sauf si on efface tout le reste. On a des cimetières qui sont complètement... je vous laisse regarder, il y a quelques photos. On a des cimetières qui sont complètement balayés, les croix tombées par terre, mis sur un côté, on a fait des champs de culture, des choses comme ça. On construit actuellement plus de mosquées dans la partie nord de Chypre que d'écoles. Et le souhait d'Erdogan et des dirigeants nationalistes chypriotes qu'il a mis là, c'est de créer des générations de croyants et pas de citoyens. On a effacé on essaie d'effacer toute trace de culture hellénique et chrétienne de cette partie du territoire chypriote. Et on y arrive petit à petit. D'ailleurs, depuis vous n'avez pas trouvé? Depuis l'occupation ottomane, toutes les cathédrales gothiques
des Lusignans, catholiques, ont été transformés en mosquée. Dont la belle cathédrale de Nicosie. La cathédrale de Nicosie, c'est là. C'est les suivantes, les pages suivantes, il y a des photos. Et les Chypriotes grecs sont réduits actuellement à visiter, ceux qui sont réfugiés, à visiter leur maison de l'autre côté, mais qui sont occupés par des Chypriotes turcs. Il y a notamment une des auteurs qui est dans ce livre, qui a contribué à ce livre, Angela Jourdan, qui est originaire elle vit à Lyon, qui est originaire du nord de Chypre, et elle a fait un papier très sensible sur cette question-là. Elle a visité sa maison dans son village qui est complètement détruite, même les fondations n'existaient plus. L'église du village a été laissée à l'abandon et s'effondre. À côté, ils ont construit une mosquée énorme et un camp militaire. Donc les Chypriotes grecs sont réduits à visiter leur maison de l'autre côté de cette nature-là. De même que, je reviens sur la comparaison avec l'Arménie, je ne parlerai pas du génocide depuis du XXe siècle, là, ça c'est une autre question. Mais la fameuse esclave du Nakhitchevan, qui est frontalière à la Turquie, elle a une frontière de 17 km avec la Turquie. Au moment où était négocié au début du XXe siècle les frontières entre l'Iran et la Turquie a insisté pour qu'il y ait une frontière physique entre la Turquie et le Nakhitchevan, territoire habité traditionnellement depuis des millénaires par des Arméniens, mais que Staline avait donné à l'Azerbaïdjan, avait cédé à l'Azerbaïdjan. Depuis, petit à petit, tous les Arméniens ont été chassés, tous les cimetières, toutes les églises arméniennes ont été effacées, complètement effacées, et il n'y a plus aucune trace arménienne sur ces terres-là. Ils sont en train de faire la même chose au Haut-Karabakh actuellement. Je vais revenir sur une autre question assez importante à mes yeux à propos de Chypre et de la Turquie. Malgré toutes les questions de l'occupation et l'antivision du pays, Chypre a réussi à adhérer à l'Union européenne il y a 20 ans. C'était les fameux 10 nouveaux États membres, toutes les nouvelles républiques d'Europe centrale et orientale, plus Malte et Chypre. Donc l'argument de la Turquie et l'argument de ceux qui étaient contre l'adhésion de Chypre à l'Union européenne, c'était que tant que le problème chypriote existe, le problème de division, on ne peut pas faire entrer Chypre à l'intérieur de l'Union européenne, parce que comment on va faire? Chypre ne contrôle pas, le gouvernement chypriote ne contrôle pas une partie de son territoire. Oui, mais cependant, Chypre n'a jamais demandé à être occupé. Donc, comment punir un pays deux fois, une fois par une invasion et une autre fois lui refusant de devenir membre de l'Union européenne? La question de est-ce bien l'Union européenne ou autre chose, ça c'est une autre question à part. Donc, Chypre a été accepté parce que économiquement, politiquement, il n'y avait aucun problème. Chypre était un contributeur net à l'Union européenne et il y a une alternance politique permanente. C'est une démocratie comme ici, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En même temps, la Turquie elle est candidate à l'adhésion à l'Union européenne depuis 1959. 1962, ça a été reconnu comme une candidature valable. Dans les années 2000, sa candidature a été acceptée. Il y a même des chapitres, 16 chapitres en tout de l'acquis communautaire. L'acquis communautaire, c'est 35 chapitres
dans l'ensemble qui couvre l'ensemble de la vie institutionnelle, sociale de l'Union européenne. Ça va du budget, affaires étrangères, frontières, défense, tout l'ensemble de la vie, enseignement, tout. Donc il y a eu depuis 16 chapitres d'ouverts pour la Turquie aux négociations. Les négociations sont toujours officiellement en cours. Il n'y a rien qui se passe depuis des années. Parce qu'au moment où la Turquie a été acceptée comme candidat et a ouvert ses négociations d'adhésion à l'Union européenne, elle s'est engagée à résoudre le problème chypriote. Elle n'a rien fait. Chypre n'existe pas pour la Turquie, elle ne reconnaît pas Chypre. Elle a commencé à reconnaître, elle a reconnu par contre la partie occupée de l'île qu'elle contrôle avec son armée en permanence. Elle l'a reconnu comme un État indépendant. Pour que la Turquie adhère à l'Union européenne, si jamais arrive ce moment-là, Chypre a le droit de mettre son veto sur chacun des chapitres des négociations et sur l'adhésion dans son ensemble. Alors nous sommes devant un problème inextricable. La Turquie ne reconnaît pas Chypre. Chypre est membre de l'Union européenne et la Turquie veut devenir membre de ce club. Comment on fait alors? Ça, c'est une question que je laisse ouverte, comme ça on peut discuter de ça un petit peu après si vous voulez. L'autre volet que je voulais aborder maintenant, c'est la question de l'existence de ressources naturelles au large de Chypre et en général en Méditerranée orientale. J'aborde ce sujet parce qu'ils sont dans les livres en général. Je vais vous dire après quelques mots à propos des autres auteurs que Hervé, que vous connaissez tous ici, je suppose. Donc, depuis une dizaine d'années, des prospections ont eu lieu dans la zone économique exclusive de Chypre pour trouver des hydrocarbures. Avec ces prospections qui étaient positives, Chypre a délimité une partie de sa zone économique exclusive vers le sud, pas vers la Turquie. Parce que la Turquie ne reconnaît pas Chypre, il y aurait un casus belli immédiatement. Donc Chypre a délimité 13 parcelles ou blocs au sud de l'île, parce qu'elle a délimité sa zone économique exclusive avec le Liban, avec Israël et avec l'Égypte. Donc avec tout le monde au sud, l'Est et au sud, qui sont concernés. Elle était en négociation, Chypre, avec la Syrie, mais il y a eu la guerre civile et ça s'est arrêté net là. Les Syriens, néanmoins, respectent la ligne médiane entre les deux pays, sans qu'il y ait signature encore officielle. Il y a eu des appels d'offres, plusieurs appels d'offres de la part du gouvernement chypriote, et il y a beaucoup de compagnies étrangères, dont Total, Eni, Qatar Petroleum, Congas, c'est l'équivalent de Total en Corée du Sud, des compagnies américaines qui ont, les israéliennes également, Delek, qui ont obtenu des licences de recherche-exploitation. Il y a eu de nombreux forages dans ces zones-là et on a trouvé jusqu'à maintenant l'équivalent de quelques 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ça fait beaucoup de gaz naturel qui peut être injecté dans la consommation européenne pour diversifier entre autres les sources d'approvisionnement. On voit les problèmes avec l'Ukraine maintenant et les gazoducs qui sont fermés au gré de la volonté des Russes, des Ukrainiens ou les autres gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont été dynamités pour ne pas fournir du gaz russe à l'Allemagne et au-delà à l'Europe occidentale. À qui profite le crime, suivez mon regard vers l'ouest, les grands pays américains
qui occupe de l'Alaska jusqu'au Mexique, en enlevant le Canada. C'est ce pays-là qui en profite et qui nous vend son gaz de schiste 3 fois plus cher que le gaz russe. Parenthèse, on s'est dépêché dans l'Union européenne de signer des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan dès qu'il y a eu les sanctions contre la Russie. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, est allée signer immédiatement des accords avec Aliyev. Elle a même parlé d'un pays démocratique qui n'a aucun problème des droits de l'homme. Je ne sais pas comment elle a trouvé ça, mais elle l'a trouvé. Elle a signé des accords avec, pour obtenir du gaz naturel azerbaïdjanais. Mais ce gaz naturel azerbaïdjanais, il est en grande partie russe. Donc, l'Azerbaïdjan recycle le gaz russe sous sanction et il nous le vend 2 fois plus cher que ce qu'on avait auparavant. Mais c'est du gaz russe et c'est surtout Gazprom qui produit le gaz azéri. Gazprom, c'est, d'après mes renseignements, russe, 100% russe. Donc, à propos du gaz naturel chypriote, parce qu'il y en a beaucoup, la Turquie ne souhaite et menace déjà toutes les compagnies étrangères qui travaillent avec Chypre de sanctions. Et elle a une position très particulière sur les droits de la mer. Elle considère que les îles en mer fermée ou semi-fermée n'ont pas droit à une zone économique exclusive. C'est-à-dire que pour la Turquie, Chypre n'existe pas. Elle envoie ses navires de prospection, ses navires sismiques. Elle envoie même des foreuses, elle en a 4, la Turquie, en propriété pleine, dans la zone économique exclusive de Chypre, pour forer et trouver du gaz naturel, parce qu'elle estime que ça lui appartient. Elle a cette position-là, malgré la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, qui est une convention signée par la presque totalité des États membres des Nations Unies, excepté la Turquie, qui considère que quand il n'y a pas assez d'espace entre 2 États côtiers se faisant face, c'est-à-dire quand il n'y a pas 200 000 marins, quelques 380 km d'espace, on trace une ligne médiane, on négocie, on trace une ligne médiane. C'est ce qu'on a fait avec l'Égypte, avec Israël, avec le Liban et avec la Syrie officieusement, mais c'est ce qui va se passer. La Turquie considère donc que Chypre n'a aucun droit à une zone économique exclusive. Cependant, comme elle reconnaît la partie occupée de Chypre, la République turque du nord de Chypre, entre guillemets, qui n'existait pas officiellement, elle a signé une convention avec la République turque du nord de Chypre pour délimiter leur zone économique exclusive. D'un côté, les îles n'en ont pas, et Chypre Nord, c'est une île aussi, quoi. Hein, d'après jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'Afrique pousse Chypre vers l'Asie, hein, vers l'Asie mineure. C'est ce qui va se passer dans quelques millions d'années, normalement. Voilà où nous en sommes actuellement de ce point de vue. Pour clarifier un peu la chose, si on appliquait la revendication turque sur une zone exclusive qui ne comprendrait pas les îles, ça voudrait dire que toutes les eaux qui entourent la Corse sont dans la zone économique exclusive de l'Italie. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et que donc l'Italie pourrait forer au large de Piane, de l'autre côté, s'il y avait du gaz naturel au large des calanques de Piane. Enfin, ça fait combien de temps que je parle là? Ça fait 3 quarts d'heure. D'accord. Je vais aborder un dernier point et après on va discuter parce que sinon je ne vais pas arrêter de parler jusqu'à demain matin. Mais la naissance d'Aphrodite, on n'en a pas encore entendu parler. Non, 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 je termine avec ça et après on va voir la naissance d'Aphrodite. Parce qu'il y a plusieurs versions et c'est une des versions qui m'intéresse aussi parce que j'ai écrit là-dessus aussi. Je vais revenir un petit peu sur la Turquie d'Erdogan et comparer toute proportion gardée cependant avec ce que
Mustafa Kemal Atatürk faisait de la Turquie, parce que Kemal Atatürk, c'était quand même celui qui a instauré une république laïque en Turquie, qui a aboli le califat, qui a interdit les fez, qui a donné des noms aux Turcs, les chapeaux traditionnels. Au moment où il prenait le pouvoir, qui a adopté l'alphabet latin, qui a tout ce que l'on connaît, au moment où il prenait le pouvoir, il parlait de cette manière-là, cette citation vraiment de Kemal Atatürk, que je vais le lire. Messieurs et citoyens, il ne disait pas quoi que ce soit d'autre. Sachez bien que la République turque ne peut pas être le pays des cheikhs, les cheikhs musulmans, des derviches. Le chemin le plus droit est celui de la civilisation. Donc, il considérait que la civilisation n'est pas la religion islamique. C'est ce que j'en déduis. C'est ces paroles-là. Plus bas, pareil, c'est une citation de ces déclarations. Depuis plus de 500 ans, les règles et théories d'un vieux cheikh arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé en Turquie tous les détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la Constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sans nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements, ce qu'il apprend à l'école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu'à ses pensées les plus intimes. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral, est un cadavre putréfié et qui empoisonne nos vies. Ça, c'est des citations de Kemal Atatürk. À côté, Recep Tayyip Erdogan, qui essaie d'islamiser et de récupérer le califat, c'est son rêve de devenir calife, enfin, le chef du sunnisme mondial. C'est son rêve de rétablir l'Empire ottoman et d'en devenir le calife. Notre religion, Erdogan. Maintenant, c'est une citation, j'ai même la date, 24 novembre 2014. On laisse passer les amis. Notre religion a défini une place pour les femmes dans notre société, la maternité. Certaines personnes peuvent le comprendre, d'autres non. Vous ne pouvez pas expliquer ça aux féministes parce qu'elles n'acceptent pas l'idée même de la maternité. Leur caractère, leurs habitudes et leur physique sont différents des femmes. Vous ne pouvez pas mettre sur un même pied une femme qui allaite son enfant et un homme. Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tout type de travaux qu'un homme fait, comme c'était le cas dans le régime communiste. Vous ne pouvez pas leur demander de sortir et de creuser le sol. C'est contraire à leur nature délicate. Et je vais citer une citation d'un des anciens premiers ministres turcs du temps d'Erdogan. Il était en fait vice-premier ministre. J'ai assisté à une de ses conférences à Paris en 2014. C'était Bülent Arınç, c'était à Sciences Po Paris. Il a dit: une femme doit conserver une droiture morale. Elle ne doit pas rire fort en public. L'homme doit être moral, la femme aussi. Elle doit savoir ce qui est décent, ce qui ne l'est pas. Elle ne doit pas rire fort devant tout le monde. Doit absolument garder sa décence à tout moment. Et quand il y a eu une question qui lui a été posée sur les droits des femmes à propos de ça, j'étais présent à cette conférence. Il a dit: il faut que nos amis européens comprennent qu'il y a
d'autres systèmes de droits de l'homme que les droits de l'homme occidentaux comme ils les connaissent. Sous-entendu, suivez mon regard, il y a les droits de l'homme selon le Coran. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que tout le monde a compris dans cette conférence. Je voulais arrêter là, comme ça on peut discuter, vous pouvez poser. Il y a tellement de sujets sur Chypre, on peut parler pendant des heures et des heures, je ne sais pas où m'arrêter. Mais je vais revenir sur les contributeurs à part donc Hervé, il y a un... C'est les services secrets turcs qui arrivent. Ils nous ont vus. Vous pensez qu'ils nous ont vus? Oui, oui, ils ont vu la cible. Moi, ils me connaissent, mais vous, je ne sais pas. Donc, il y a Nicolas Corbobès, c'est un prof d'histoire géo qui est toulousain, qui travaille dans les Landes actuellement. Il a fait des recherches sur le conflit chypriote, justement, et avec son accord, bien évidemment, et sa signature, on a incorporé une partie de ces recherches dans ce volume sur le déroulé de l'invasion turque à Chypre et les effets qu'elle a eu par la suite. C'est vraiment un article central dans le livre. Il y a Angela Jourdan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a visité sa maison et tout ça, et elle donne ses impressions en traversant la ligne de démarcation. Il y a une poétesse chypriote, franco-chypriote, qui vit depuis des années aussi en France. Elle vit à Orléans. Elle a fait un gros papier très documenté sur les effets que le coup d'État et l'invasion ont eu sur la poésie chypriote, comment la poésie chypriote a appréhendé ces événements. Et il y a quelques articles de moi sur ce dont je vous ai parlé. Pour revenir à Aphrodite, moi je viens de la région de Paphos. Donc, d'après la légende communément acceptée, Aphrodite est née sur les plages de Paphos. Elle est sortie de l'écume de la mer sur les rivages de Paphos. Mais il y a aussi une légende qui dit qu'Aphrodite est née à Cythère. C'est une île, une toute petite île qui est au nord de la Crète et qui est aussi l'île d'Aphrodite. Toujours est-il qu'elle est, à mon avis, plus chypriote qu'un grec, hein, Aphrodite. Ça ne peut pas être autrement, quoi. C'est comme le vin. Tous les pays qui produisent du vin, ils disent nous sommes le premier pays à avoir produit du vin. La France elle dit ça, l'Espagne, l'Arménie, la Turquie, la Grèce, Chypre. Cependant, pour Chypre, c'est vrai. Hein. On a des preuves de l'existence réelle d'Aphrodite? Pas du tout. Pas du tout. C'est les dieux grecs, ont-ils existé ou pas? C'est la poésie. Pour les Grecs, la religion. C'est une religion. C'est C'est la religion de la Grèce antique qui est venue de Aphrodite en des similitudes avec des déesses mésopotamiennes, égyptiennes, et même pour aller un peu plus loin, c'est une de mes passions, l'étude des religions, hein, parmi d'autres. Il y en a qui trouvent que la Vierge, dans la mesure où elle est nourricière, a des traits d'Aphrodite. Le christianisme a recyclé une partie de traditions anciennes. Ça, c'était fait, hein? Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Donc, la Vierge, elle est en partie, parce qu'elle fait la renaissance à la vie. C'est une partie des prérogatives, disons, d'Aphrodite. Et c'est normal, hein? Toutes les religions sont basées sur quelque chose. Hein? On parle de civilisation gréco-romaine parce que les Grecs ont précédé les Romains, qui ont adopté les dieux grecs en enrichissant leur culture avec les Étrusques, avec des cultures des peuples qu'ils ont conquis, avec le zoroastrisme, avec
Je vais laisser la parole. Très brièvement, avant qu'on engage le débat, parce que j'espère que les propos de notre ami auront suscité des interrogations, des remarques peut-être. Très brièvement, Charles Lambos, il a longtemps travaillé à l'ambassade de Chypre, donc il est un peu diplomate sur les bords. Moi, je suis pas diplomate et j'aime bien parfois appeler un chat. Donc je vais simplement citer quelques faits marquants de ce problème chypriote. J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que Chypre, la question chypriote, est un scandale depuis 50 ans et qui n'intéresse personne, puisque depuis 2004, n'est-ce pas, Chypre, la République de Chypre fait partie de l'Union européenne, mais ça n'a rien changé au problème, ça n'a pas permis de réunifier ce pays. Donc, ici en Corse, dans les milieux, je dirais, nationalistes, on s'intéresse beaucoup à la Sardaigne, on s'intéresse beaucoup aux Baléares, à la Catalogne, bien sûr, qui n'est pas une île, mais j'ai constaté un manque d'intérêt pour la Méditerranée orientale. Alors moi, de mon côté, de mon très modeste niveau, je milite pour qu'il y ait une solidarité et une connaissance mutuelle entre les îles méditerranéennes. Je rêve de voir des échanges universitaires, commerciaux, culturels, etc. entre les Baléares, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, Crète, Chypre, Rhodes et d'autres îles, et même notre voisine immédiate avec laquelle nous n'avons même pas de liaison maritime, l'île d'Elbe. Ça aussi c'est un scandale. Moi je voudrais revenir sur l'implication de cette ligne de démarcation hideuse. La couverture de ce livre d'ailleurs, qui est bicolore, représente bien ce que c'est. Et sur la carte que j'ai distribuée, on voit bien la ligne de démarcation. C'est une ligne de démarcation comme il y avait entre 1940 et 1942 en France, avec un no man's land. C'est une ligne qui coupe l'île de part en part, d'est en ouest, qui coupe en deux la capitale. Dans le centre-ville de Nicosie, il y a des maisons, des immeubles anciennes du 19e siècle, ou peut-être plus anciennes encore, qui sont à l'abandon, qui tombent en ruine, de l'époque vénitienne même, qui tombent en ruine parce qu'elles se trouvent dans le no man's land, c'est-à-dire la zone tampon entre les deux zones. Et donc personne ne peut y aller en dehors des casques bleus, parce qu'une chose dont on n'a pas parlé, c'est que depuis 1974, il y a une opération des Nations Unies de maintien de la paix à Chypre. Donc vous avez des contingents venus du monde entier, de pays parfois assez exotiques, des Népalais ou autres, qui se relaient, Argentins, etc., qui se relaient pour garder cette ligne de démarcation d'un bout à l'autre de Chypre. Donc en 1989, le mur de Berlin est tombé, mais ce n'était pas la dernière capitale européenne à être divisée. On avait Berlin-Est, Berlin-Ouest, maintenant on a Berlin tout court, mais Nicosie, il y a toujours Nicosie Sud et Nicosie Nord. La cathédrale des Lusignan que nous rêvions, mes parents et moi, de visiter, nous ne l'avons pas visitée, elle est à quelques centaines de mètres de la ligne de démarcation, mais du mauvais côté, et c'est une mosquée de toute façon. Oui, c'est une mosquée. On l'a visité, il y avait des gamines qui jouaient dedans, c'est vraiment, ils ont tout enlevé, et c'est devenu une mosquée. Et c'est pas la seule cathédrale gothique d'ailleurs, Famagouste, je crois. Saint-Nicolas, Famagouste, Saint-Sophie. Et quand on cherchait, excusez-moi, quand on cherchait à trouver où c'était la cathédrale, et je demandais à un chypriote turc, ou turc, colon turc, je ne sais pas, qui c'était en anglais, où est la cathédrale de Saint-Sophie, il me dit, vous voulez dire Souleymanie et Jami. La mosquée de Suleiman, traduire en français. Ouais. Un problème donc, que Charalambos a abordé, c'est le problème des déplacés. Depuis 50 ans, vous avez des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Chypriotes grecs et leurs descendants qui ont perdu leurs propriétés, qui ont perdu leurs tombes, les tombes de leurs aïeux, qui ont perdu leur église paroissiale et qui ont été poussés manu militari
vers le sud. Les Chypriotes turcs, eux, ont fait le mouvement inverse, mais c'était à la demande de leurs autorités turques au nord. Ouais, Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement de Nicosie, le gouvernement de la République de Chypre, qui les a chassés. D'ailleurs, et c'est une des choses dont je parle dans l'un des chapitres que j'ai contribué, il existe encore un village où vivent des Chypriotes turcs, aux côtés des Chypriotes grecs. Un exemple que je ne connaissais pas, que j'ai appris depuis l'arrivée de Charalambos à Bastia, dans l'Assemblée européenne sortante, puisqu'elle a été remplacée, comme vous le savez, le 9 juin dernier, avec les conséquences que l'on sait pour la France, Chypre, en tant que petit État peu peuplé de l'Union européenne, a le droit à envoyer 6 députés à Strasbourg ou à Bruxelles, comme vous voulez. Et bien sur ces 6 députés sortants de la République de Chypre, il y avait un chypriote turc. Ça montre un peu la largesse d'esprit et la volonté de réunification. Ou de la volonté de réunification des autorités chypriotes. Et moi, j'aime pas d'ailleurs dire les autorités chypriotes grecques, non, c'est les autorités chypriotes tout court. Il ne dépend que des chypriotes turcs de réintégrer le giron de la République de Chypre dans son entièreté sur des bases qui seraient bien sûr à négocier. Sur le même point, je vous coupe, mais oui. ça concerne également ça. Je ne l'ai pas évoqué. En adhérant à l'Union européenne, la République de Chypre a adhéré dans son ensemble dans l'Union européenne, toute l'île. Toute l'île. Et toute la population chypriote, y compris chypriote turque, fait partie de l'Union européenne. Font partie. Donc les chypriotes turcs votent aux élections européennes, même s'ils habitent au nord. Et seulement, il y a un article spécifique à Chypre, l'article numéro 10, qui prévoit que l'acquis communautaire n'est pas applicable au nord de l'île en raison de la situation exceptionnelle qui y prévaut. C'est-à-dire qui échappe. Ce qui fait qu'il y a un développement. Les chypriotes turcs sont chypriotes. Les Turcs, les colons turcs que la Turquie a amenés là, ils ne sont pas chypriotes. Mais les chypriotes turcs sont chypriotes. Ils peuvent voter aux élections comme tout chypriote. Personne ne leur nie leur qualité de chypriote, si je puis dire. Personne. D'où la possibilité qu'un chypriote turc, un professeur d'université, un intellectuel que je connais personnellement, a été élu avec le Parti ouvrier de Chypre, qui est un parti de gauche sur la liste aux précédentes élections. Vous vous rendez compte, sur 6 députés, c'est pas beaucoup, 6 députés, il y avait quand même un chypriote turc au Parlement européen. Vous avez tous entendu parler des folles de la place de Mai à Buenos Aires, en Argentine, qui depuis 1976 ou 1977 manifestent une fois par semaine, je crois, sur la place de Mai, c'est la grande place de Buenos Aires, pour demander des nouvelles de leurs chers disparus, fils, mari, père, qui avaient été arrêtés par la dictature de Videla, la dictature fasciste, la dictature militaire d'Argentine. À Nicosie, il n'y a pas de folle de la place de je ne sais pas quoi à Nicosie. Pourtant, de la liberté. La place voilà. de Nicosie. Pourtant, le problème est le même. En 1974, l'armée turque a défait en quelques heures, quelques jours, la petite garde nationale mal équipée. Ce n'était pas une armée en tant que telle, c'était une garde nationale de Chypre. Et ils ont fait beaucoup de prisonniers. Des prisonniers qui ne sont pas revenus. Là, nous allons commémorer, c'est pour ça que ce livre est sorti, le 50e anniversaire. Ça fait un demi-siècle que des familles au sud demandent des nouvelles de leurs chers disparus. Père, frère, fils, dont on n'a plus de nouvelles depuis 50 ans, qui bien sûr sont probablement morts et ont été exécutés sommairement en contravention avec toutes les règles du droit de la guerre, les conventions de Genève. Beaucoup de gens, pas seulement des militaires d'ailleurs, ont disparu au moment de cette invasion
Et 1619. 1619 en tout. 1619 personnes, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour une population comme celle de Chypre, c'est énorme. Bon, on a ça aussi en France avec les personnes qui ont disparu à Oran en 1962 et dont on est toujours sans nouvelles depuis l'indépendance de l'Algérie. C'est à peu près le même chiffre d'ailleurs. Donc voilà un aspect humain dont je voulais parler. Il y a quelques années, j'avais vu un documentaire à la télévision qui montrait des équipes de médecins légistes et de creuseurs qui travaillent sous le contrôle des Nations Unies pour fouiller les charniers, parce qu'il y a des charniers à Chypre, et pour tenter d'identifier les restes. Et ces équipes comprennent des médecins légistes chypriotes turcs et chypriotes grecs. Donc il y a ce problème humain. Je voulais ramener un petit peu la discussion au problème humain. Il y a des familles qui sont toujours meurtries par l'absence de leurs proches 50 ans plus tard. Et puis bien sûr, ces familles, même si elles n'ont pas perdu des êtres chers, qui ont perdu leurs biens. Leurs biens qui ont été pris illégalement et qui ont permis de loger des colons venus de Turquie. Alors, et ça m'amène au deuxième chapitre, à l'un des deux chapitres que j'ai écrit pour ce livre, qui concerne le tourisme. Certains d'entre vous ont peut-être reçu des prospectus touristiques alléchants proposant un séjour à Chypre à des prix défiant toute concurrence. Pour 200 €, vous pouvez faire un séjour de rêve à Chypre, en hôtel 4 étoiles, nourriture incluse, enfin bref, ça revient peut-être moins cher de faire ce voyage que de rester à Bastia et de manger, de payer son loyer ou de payer ses factures d'électricité. Bon, mais ne vous laissez pas avoir, parce que si vous regardez écrit en petits caractères en bas du prospectus, il est indiqué que vous allez atterrir dans un aéroport qui n'existe pas officiellement, qui n'est pas reconnu par, comment on appelle ça, IATA, l'Organisation internationale de l'aviation, qui s'appelle, je le prononce, Ercan. En turc ça se prononce Ercan, ça s'écrit Arkan. C'est une localité au nord de Nicosie, donc en zone occupée, qui était autrefois un aéroclub, je crois, que les occupants ont transformé en aéroport dit international. Mais vu que c'est une zone occupée et une entité non reconnue internationalement, les vols ne peuvent pas décoller de Marseille pour aller directement à Ercan. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, pour contourner le règlement, ils vont dans un aéroport de Turquie, Antalya ou je ne sais quel, au sud de la Turquie, pour une escale technique. Mais ils ont déposé 2 plans de vol. Un pour la communauté internationale pour être en règle, de Marseille, je cite Marseille, mais ça pourrait être Lyon ou Paris, de Marseille à Antalya, mais ils s'arrêtent 30 minutes à Antalya, juste le temps d'utiliser le deuxième plan de vol qui ne concerne que les autorités turques, de Antalya à Ercan. C'est comme ça qu'on noie le poisson. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est que ne cédez pas aux sirènes turques, parce que vous allez loger dans des biens mal acquis, dans des hôtels qui ont été pris à leurs propriétaires légitimes. Vous allez manger dans des restaurants qui sont des biens mal acquis. Donc il y a quelque chose d'immoral. Peut-on imaginer une agence de voyage suisse, de Genève par exemple, qui aurait organisé des voyages pour les touristes en zone occupée en 1941 en France? Est-ce que ça aurait été acceptable? La Suisse était en dehors du conflit, elle aurait pu le faire. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc surtout, et parce que ces agences de voyage qui vous proposent ces voyages alléchants, c'est des sociétés françaises, dont une à laquelle je pense qui est basée à Strasbourg. Hein, voilà. Donc si vous voulez découvrir Chypre, prenez un billet d'avion pour Larnaca, pour Paphos, et éventuellement, si vraiment ça vous intéresse, faites un saut au nord pour voir la fameuse cathédrale, mais ne dépensez pas d'argent au nord. Faites une incursion de quelques heures et revenez dans la zone libre, dans la zone qui est
qui est sous le gouvernement légitime de la République de Chypre. Voilà ce que je voulais ajouter en plus et que vous retrouverez dans les 2 chapitres qui figurent dans cet ouvrage collectif. Pardon? Le voyage. Voilà. Bah, tu peux en parler si tu veux, puisque j'avais organisé pour mes parents un voyage que j'avais moi-même organisé. J'avais profité, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a une compagnie dont vous avez entendu parler qui s'appelle Ryanair, une compagnie de low cost, qui pour la Corse ne vole que vers Figari, à l'extrême sud. Ils ne volent pas sur Bastia. Hein. Donc on était allé à Marseille, et à Marseille on avait pris un vol direct de Marseille à Paphos. À Paphos, j'avais réservé une voiture, et on a passé 10 jours extraordinaires, et on a été en dehors des sentiers battus, et on a été un peu partout dans la zone libre. Je vais quand même vous donner un chiffre pour terminer. Cette zone occupée représente 38% du territoire. Plus d'un tiers du territoire est occupé depuis 50 ans, en toute illégalité. La population qui se trouve au nord en zone occupée, il n'y a qu'un tiers de cette population qui est indigène, qui sont des Chypriotes turcs originaires de Chypre. Tous les autres, ce sont des colons qui ont été encouragés avec des incentifs fiscaux ou autres par le gouvernement turc pour aller s'installer à Chypre afin de modifier l'équilibre démographique de l'île afin qu'il y ait autant de Turcs musulmans que de Grecs chrétiens. Et en plus de ça, il y a 40 000 hommes de l'armée turque basés en permanence depuis un demi-siècle. Bon, c'est pas les mêmes hommes, hein. Il y a eu heureusement, heureusement pour eux. Mais 40 000 hommes, vous imaginez 40 000 hommes pour une île comme Chypre. La totalité des effectifs de l'armée française en Corse, c'est pas 40 000 hommes, hein. C'est quelques milliers d'hommes peut-être. Hein. Donc voilà, je voulais rappeler un peu ces aspects-là. Ah oui, autre chose, oui, dans l'un de mes chapitres, donc je parle de ce village où les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs vivent encore côte à côte. Ils se trouvent le long de la ligne de démarcation, mais côté sud. Et je parle aussi d'une autre anomalie. Je vous renvoie à votre carte, s'il vous plaît. Vous allez voir que au nord-ouest, il y a une petite enclave. C'est un ancien port de pêche qui était peuplé par des Chypriotes. Vous la voyez, la petite enclave? Toute petite, là. Ici, en bas de la flèche. Voilà. C'est une petite enclave de quelques kilomètres carrés. C'était un port de pêche au pied de la montagne, une petite crique, une petite baie, mais peuplée uniquement de Chypriotes turcs. Donc, l'armée turque a fait en sorte que cette enclave soit intégrée dans leur zone d'occupation. Mais il n'y a pas de continuité territoriale entre cette enclave et le reste de la zone occupée. Et oui, bien sûr, elle passe par la mer. Et en 1976, je crois, de mémoire, l'armée turque a viré la population de pêcheurs, les a réinstallés du côté de Famagoust, à l'autre bout de l'île, et ils les ont remplacés, ces pêcheurs, par des militaires turcs. C'est devenu une base stratégique turque. Donc vous voyez, en plus, la route littorale, si vous voulez, sur la route littorale, nous l'avons fait avec mes parents, et bien à un moment, on est obligé de faire un long détour dans la montagne avec plein de virages pour éviter cette petite enclave turque. Voilà, c'est une petite anecdote, mais qui montre le caractère absurde de cette situation qui prévaut depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Et on n'en voit pas le bout. Je rappelle que la Turquie est un membre important de l'OTAN, qui a des bases américaines, y compris des armes nucléaires, en Turquie. Et que Chypre ne pèse pas grand-chose vis-à-vis de... Bon, on n'a pas évoqué le nom de M. Kissinger, le secrétaire d'État américain à l'époque, qui a favorisé l'action turque à Chypre en 1974. C'était lui qui était en charge des affaires étrangères des États-Unis, à l'époque de Richard Nixon ou de Gerald Ford, enfin l'un des deux. Nixon, c'était encore Nixon, c'était la fin de Nixon. Et ben il a laissé faire et il a fait passer Chypre par pertes et profits
il fallait ménager l'allié turc dans le cadre de la guerre froide face à l'Union soviétique. Voilà, j'ai assez parlé. Et le remplaçant d'Erdogan, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ben ça, qui sera le remplaçant déjà? Pour l'instant, Erdogan est toujours là. De toute manière, quel que soit le gouvernement turc, comme c'est une cause nationale pour Chypre, toutefois, les laïcs du CHP, du Parti communiste, sont plus durs que Erdogan sur Chypre. Ah, ça me permet de rajouter quelque chose d'ailleurs. Kılıçdaroğlu, le dernier candidat contre Erdogan, il avait déclaré à un moment donné, si moi j'étais au pouvoir, j'allais envoyer l'armée sur certaines îles grecques de la mer Égée. Ça me rappelle quelque chose que je voulais dire également. Depuis la crise actuelle à Gaza, le président Erdogan n'a pas de mots assez durs contre Israël, alors que les deux pays avaient des relations étroites il n'y a pas encore très longtemps. Et Erdogan accuse Israël de coloniser les territoires occupés depuis 1967 et condamne, il n'y a pas de mot assez dur pour condamner l'implantation de juifs en ce qu'on appelle, ce que la communauté internationale appelle la Cisjordanie, mais qui s'appelle de temps immémoriaux la Judée et la Samarie. Et Judée, qu'est-ce que ça veut dire Judée? C'est le pays des Juifs, Judée, c'est l'origine du nom. Donc Erdogan condamne l'implantation de citoyens juifs en Judée, les traitant de colons, alors que Erdogan, depuis, enfin, lui et ses prédécesseurs, depuis 50 ans, font pire en envoyant des gens qui n'ont absolument rien à voir. Parce qu'au moins les Juifs, ils ont quand même un lien qui est indéniable avec la Judée. Mais les paysans d'Anatolie ou les chômeurs d'Anatolie qu'ils ont envoyés à Chypre n'avaient rien à voir avec Chypre. Donc voilà, deux poids, deux mesures. On condamne ce que fait Israël, mais personne ne dit rien au sujet de la colonisation de peuplement exercée par la Turquie à Chypre. Oui, mais il ne faut pas oublier que la Turquie a une des meilleures armées du monde. C'est la deuxième armée de l'OTAN. Hein. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas la perdre. Pardon? C'est pour ça qu'ils voulaient que la Turquie reste à l'OTAN. Ah, de toute façon, il n'a jamais été question. L'OTAN, c'est quoi? C'est les États-Unis. Bon, donc, il est hors de question pour les États-Unis d'avoir un problème avec la Turquie. Ils ont des bases en Turquie. La Turquie est un partenaire essentiel d'un point de vue stratégique à la frontière du Caucase, donc les anciennes républiques soviétiques, bordant la mer Noire, donc juste en face de la Russie et de l'Ukraine. La Turquie est trop importante, surtout dans le contexte de guerre en Ukraine actuellement. On a trop besoin de la Turquie qui a réussi à ménager la chèvre et le chou, qui a réussi à vendre des armes à la Russie tout en vendant des armes à l'Ukraine. C'est compliqué pour les gens. D'autres questions? Commentaires? Qui est allé à Chypre, là, en dehors de mes parents, là? Qui est allé à Chypre, dans l'assistance? Personne? Bah, je vous encourage à y aller. Un très beau pays. Très beau pays. Donc, avec beaucoup de fleurs. Et vous organisez le... En 2021. 2021. Mais on y était allé avant, hein, mais le dernier séjour remonte à 2021. Et alors c'est un pays, de manière surprenante pour un pays méditerranéen, il y a d'immenses bananeraies. Ils produisent beaucoup de bananes. Voilà. Donc il n'y a pas que la France au sein de l'Union européenne, grâce à la Guadeloupe et la Martinique, qui produisent des bananes. Il y a aussi Chypre. Mais il y a beaucoup de points communs entre Chypre et la Corse. Hein. On a discuté longuement depuis l'arrivée de nos amis à Bastia. Je lui ai fait visiter quelques églises pisanes perdues dans la nature en Corse. On retrouve la même chose à Chypre, des petites églises
byzantines, pas pisanes mais byzantines, perdues dans la nature, qui sont des petits bijoux avec des fresques du sol jusqu'au plafond, qui sont absolument admirables. Donc il y a beaucoup de choses à voir d'un point de vue culturel, il y a beaucoup de choses à voir. Et Chypre a aussi un massif assez important dans le centre de l'île, qui est en zone libre, je précise. Il y a un autre massif, mais en zone occupée. Mais les montagnes les plus hautes sont dans la partie sous juridiction du gouvernement légal. Et ça n'a rien à voir avec les stations balnéaires de la côte. C'est un autre monde. Ces montagnes, ces forêts, c'est vraiment très 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 intéressant. Ces petits villages, ces gros villages, parce que j'ai constaté à Chypre qu'il y a moins de désertification de l'intérieur qu'en Corse. En Corse, nos villages, malheureusement, sont de plus en plus abandonnés, des personnes âgées qui y vivent. À Chypre, bon, il y a ça aussi, parce que les villes sont quand même plus vivantes, il y a quand même plus de jeunes dans les villes, mais il y a encore de la population dans les villages. Quelques villages, oui, mais il y a quand même une désertification similaire à ici. Hein. Le travail est en ville, quoi, et le travail est sur la côte avec le tourisme. C'est ça. Hein. Ceux qui nous avaient accueillis, qui étaient très sympathiques, ils étaient dans la zone. Le couple qui nous a offert le café, là, le monsieur était un gardien, je pense un gardien bénévole ou pas, j'en sais rien. Il était déjà assez âgé, d'une de ces belles églises byzantines. Et après que nous ayons visité cette église, il tenait absolument à ce qu'on aille chez lui à quelques kilomètres de là, plus au nord, tout près de la ligne de démarcation. C'est dans la province, on dit province ou le district, non, dans le district de Morphou, je crois. Hein, ou Nicosie encore. C'est Nicosie, oui. Mais bon, c'est pas loin de la baie de Morphou, mais la baie de Morphou se trouve en zone sur la montagne. Voilà. Donc, mais lui habitait dans la plaine, tout près et il y avait une énorme église orthodoxe qui a été construite à cet endroit-là. Il nous a reçus. Donc, lui, c'était intéressant. Lui et son épouse, ils avaient vécu la guerre de 74 et il nous a raconté comment ils voyaient les bombes tomber dans leur jardin, hein, parce qu'ils étaient vraiment sur la ligne, la ligne de front. Les Chypriotes sont très accueillants. On a eu de très bons contacts, mais il faut parler anglais ou grec, hein, parce que bon, même si la République de Chypre est observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, on ne rencontre pas des francophones à tous les coins de rue. Voilà. Non, mais le français, il est quand même la deuxième langue étrangère enseignée obligatoirement. Mais quelques heures quoi, par semaine, hein, donc ça ne fait pas de francophones vraiment. Dernier détail qui pourra peut-être vous intéresser, on parle toujours de ces drames en mer entre la Sicile et la Libye et la Tunisie, de ces migrants qui tentent de gagner l'Europe, mais on ne parle jamais ou très rarement d'une autre filière qui est la filière chypriote. Parce que, ou la filière turque plus exactement, parce que la Turquie a offert des bourses très généreuses à des étudiants africains ou autres pour venir étudier dans une université de Chypre Nord. Mais c'est tout ça de la fiction, hein, parce qu'au bout de quelques semaines, on encourage ces gens qui sont arrivés à Chypre Nord, on a facilité leur traversée pour aller de Turquie à Chypre Nord, on les encourage à traverser la ligne de démarcation, c'est très facile à la traverser, hein, et une fois qu'ils ont traversé la ligne de démarcation, ils sont dans l'Union européenne. Voilà, le tour est joué. Et nous avons rencontré, je m'étais arrêté sur un, je me rappelle de ces deux Africains, il y avait un Congolais et un Guinéen que j'ai rencontré dans un village de l'intérieur, une petite ville de l'intérieur. J'ai bavardé avec eux, ils étaient contents de pouvoir parler français. Ils m'ont raconté comment ils étaient venus en passant par la zone turque. Donc il y a voilà. de plus en plus de migrants qui arrivent, enfin la majorité arrive par la Turquie et ensuite dans la partie occupée de Chypre et ils traversent la ligne de démarcation. D'ailleurs là, la semaine dernière, il y en avait qui campaient sur la ligne de démarcation. La ligne de démarcation, c'est pas seulement une ligne, quelquefois c'est un no man's land. Quelques kilomètres, quelquefois c'est quelques mètres seulement.
et ils campaient entre les les deux deux sur la ligne de démarcation et ils voulaient venir au sud. Quoi. On a eu le même phénomène juste avant la guerre d'Ukraine, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. C'est la même chose. Mais la Turquie et la Russie utilisent l'immigration pour déstabiliser l'Europe occidentale. Bah, la Turquie, elle a monnayé chèrement les migrants. Vous vous rappelez tous le petit garçon mort sur l'image du petit garçon mort. Et là, la Turquie, elle a menacé, je lâche tous les Syriens, ils viennent tous en Union européenne. Elle a attrapé quelques 6 milliards d'euros par an pour maintenir tout ce monde-là les migrants sur son sol. Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est moral, hein, cette politique de l'Union européenne, je veux dire, hein, parce qu'elle a externalisé le traitement des migrants. C'est comme si c'était une quantité commercialisable, tout simplement parce qu'on n'en veut pas, quoi. Récemment, les Tunisiens ont refusé un tel ils ont essayé de faire la même chose avec la Tunisie. Une telle compromission avec l'Union européenne, quoi. Mais à Chypre, il y a beaucoup de migrants qui arrivent aussi par de petits bateaux, des barques depuis le Liban. Le Liban, il est juste à côté, hein, ça fait que 100 km. Il y a des problèmes économiques énormes. Voilà, il y a beaucoup de Syriens qui se sont installés là-bas déjà et ils essaient d'évacuer les Syriens tous vers Chypre. Et le pays le plus proche, c'est Chypre. Et voilà. Et ils arrivent tous. Il y a des villages entiers, vous parlez de désertification tout à l'heure, il y a des villages entiers chypriotes à l'intérieur des terres, à une vingtaine de kilomètres de côte, qui ont été pratiquement abandonnés. Il y a que des vieilles personnes qui y vivent encore, qui sont occupées actuellement par majoritairement des Syriens, des familles syriennes. Il y a des écoles primaires ou des crèches qui survivent dans ces villages-là, grâce ou à cause, ça dépend de quel point de vue on se place, aux familles syriennes. Et les gens commencent à protester parce que quand une majorité de Syriens arrivent quelque part, ils commencent à réclamer d'autres droits. Dans deux villages, ils ont réclamé la construction des mosquées, par exemple. Ça me fait penser. Ce qui n'existait pas auparavant. Les deux villages, je les connais, c'est dans ma région d'origine. Et il n'y a jamais eu de chypriote turc habitant ce village-là. Mais là, donc il n'y avait pas de mosquée auparavant. Là, il y a des Syriens qui ont réclamé la construction de mosquées. Ça me fait penser à une chose. Vous aviez dit dans votre introduction que vous allez nous parler des autres communautés. Parce qu'effectivement, c'est pas si simple. Il ne faut pas penser que Chypre, c'est uniquement les Grecs et les Turcs. Il y a d'autres communautés. La constitution chypriote de 1960 a reconnu l'existence de 4 autres communautés plus petites. La première, c'est la communauté arménienne, d'origine, dont l'origine remonte au temps des Lusignans, mais qui a été enrichie avec le génocide des Arméniens du début du XXe siècle. Il y a beaucoup d'Arméniens qui sont venus à Chypre, comme ils sont allés en Syrie, juste à côté. Donc cette communauté-là, elle existe toujours. Elle est de plus en plus petite quand même, parce que majoritairement, ils partent pour l'étranger, États-Unis, Grande-Bretagne, tout ça. Au moment de l'indépendance, la communauté arménienne comptait un peu moins de 3000 personnes. La deuxième communauté, c'est une communauté maronite. C'est les chrétiens du Liban qui reconnaissent le pape comme leur chef, tandis que les orthodoxes, c'est les patriarches, et qui ont toujours vécu à Chypre plus ou moins nombreux. Au moment où il y avait les Lusignans, il y a des sources qui parlent de 50 000 maronites vivant à Chypre. Au moment de l'indépendance, les maronites de Chypre étaient un peu moins de 4 000. Il y a la communauté catholique qui remonte au temps des Lusignans et des Vénitiens, qui s'est enrichie avec l'immigration récente. Et cette communauté, elle est encore plus petite. Hein? Elle comptait au moment de l'indépendance un peu moins de 2000 personnes. Là, c'est autour de 1000 personnes environ.
Et il y a une communauté de gens du voyage appelés à Chypre les Gitans. C'est comme ça qu'on les appelle, sans aucune notion péjorative de ma part, mais qui sont musulmans. Donc, d'office, cette communauté a été intégrée et comptabilisée dans la communauté chypriote turque. Et où sont-ils aujourd'hui? Ils sont au nord, mais c'est la seule communauté avant l'ouverture de la ligne de démarcation qui pouvait voyager entre les deux. D'ailleurs, on les accusait de vivre au nord et de venir récupérer les aides sociales au sud. Et donc voilà. Et les Juifs? Des Juifs, il y en a actuellement, mais ils ne sont pas comme, reconnus comme une minorité, pas du tout. Ces communautés, les trois chrétiennes, sont reconnues comme des minorités religieuses par la constitution chypriote, et chacune des communautés élit un représentant au Parlement chypriote, mais qui a seulement une voix de consultative quand il s'agit de négociations ou de discussions concernant sa communauté. Ils n'ont pas de pouvoir de vote dans le Parlement chypriote. Les trois communautés chrétiennes ont pratiquement été intégrées, même s'ils conservent leur particularisme, dans la communauté chypriote grecque. Bien, merci beaucoup, cher ami. Voilà, je vais vous demander d'applaudir, mais vous le faites spontanément. Alors, je vais vous demander une faveur maintenant, avant de vous inviter à boire un verre et à manger un biscuit ou deux. J'aimerais qu'on aide monsieur Charalambos à alléger sa valise. Il est venu avec une valise très lourde. Il a payé un gros supplément à EasyJet. Donc, il faudrait l'aider en faisant dédicacer des livres. Et voilà, il a amené ses livres. Et je ne voudrais pas qu'il reparte à Rambouillet avec ses livres. Il vaut mieux que ce soit moi qui le dise, plutôt que vous, n'est-ce pas? Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et venez, approchez-vous pour faire dédicacer. Et pendant ce temps, je vais organiser le buffet. Voilà.